Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Saturne, la géante aux anneaux, ne bénéficie plus d'efforts d'exploration actifs depuis la fin de la mission Cassini en 2017. La prochaine mission qui prendra la direction du système s'appelle Dragonfly, mais il ne faut pas l'attendre sur place avant les années 2030. Pour patienter, on peut toujours regarder Saturne depuis la Terre, ou plutôt depuis le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, là où se trouve le télescope spatial James Webb. Ce dernier a déjà observé plusieurs planètes du système solaire. À sa collection, il faut dorénavant ajouter Saturne avec cette image. James Webb a produit un cliché qui nous apparaît un peu étrange. La planète géante y apparaît sombre alors que ses anneaux sont pour leur part très lumineux. Il faut se rappeler que l'observatoire travaille en infrarouge. Le méthane présent dans l'atmosphère de la géante aux anneaux absorbe en grande partie les longueurs d'onde que le télescope observe. Ce composé n'est pas présent dans les anneaux et ils réfléchissent donc beaucoup plus de lumière. La photo nous laisse par ailleurs apercevoir 3 lunes de Saturne, Dionée, Encelade et Thétis. Encelade fera probablement l'objet de quelques revisites plus attentionnées. Avec son océan liquide et ses geysers gigantesques, elle constitue une des cibles principales pour la recherche de la vie hors de la Terre. Voilà à peu près 1 an que James Webb a commencé sa phase active d'observation. Le télescope est maintenant en train d'entrer dans son second cycle. Voilà quelques jours, on a pu découvrir quels seront ses objectifs pour les 12 prochains mois. Il serait bien trop long de tous vous les citer. On va tout de même noter quelques cibles qui nous apparaissent particulièrement excitantes. Une grande partie de son temps d'observation sera dédiée aux exoplanètes. Plusieurs centaines d'heures d'observation vont être dédiées à la caractérisation de différents types de planètes, gravitant autour de différents types d'étoiles. Des géantes très proches de naines rouges, des planètes océans, et bien sûr TRAPPIST 1 qui va rester un des terrains de jeu favoris du télescope. James Webb passera ainsi 71 heures à scruter ce système si particulier aux 7 planètes de taille terrestre. Le télescope va également passer de nombreuses heures à scruter l'univers primordial, à la recherche de galaxies anciennes, en remontant jusqu'à l'époque de la rayonisation. Il devra accumuler des centaines d'heures de pause pour détecter une lumière extrêmement décalée vers le rouge. Il y a là l'espoir de détecter les traces des toutes premières étoiles et galaxies de l'univers. James Webb continuera les observations dans le système solaire. Il tentera notamment de caractériser des objets transneptuniens, les petits planétoïdes qui évoluent au-delà de l'orbite de la dernière planète du système solaire. Si l'occasion se présente, il pourra également essayer d'étudier des objets interstellaires. Les 2 qu'on a vus passer, Oumuamua et Borisov, ont des natures très différentes. L'un ressemble plutôt à un astéroïde et l'autre plutôt à une comète. On verra si James Webb est capable de nous offrir une belle moisson de détails sur un 3e objet. Le télescope géant explorera bien d'autres champs liés au milieu interstellaire, à la dynamique des étoiles ou des trous noirs supermassifs. Il y a donc de bonnes chances pour que dans les 12 mois qui viennent, on continue de vous parler de James Webb très régulièrement. J'ai le sentiment que cela ne devrait pas trop vous déplaire. Vous savez sûrement que James Webb a été lancé par une Ariane 5. Après quelques semaines de report, voilà que la fusée européenne la plus emblématique vient de tirer sa révérence. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, le lanceur a décollé pour la dernière fois de Kourou, transportant sous sa coiffe 2 satellites, l'un allemand et l'autre français. Elle les a injectés avec succès sur une orbite de transfert géostationnaire, un exercice qui a fait ses beaux jours. Tout s'est déroulé à la perfection, et c'est donc avec une note parfaite qu'Ariane 5 prend sa retraite. Pour l'Europe spatiale, c'est clairement une page qui se tourne. Ariane 5 a volé pendant 27 ans avec très peu d'échecs. Elle a longtemps été le lanceur le plus plébiscité par le marché commercial. Les temps ont changé et il va falloir se montrer plus combatif pour la suite de l'histoire qui repose sur les épaules d'Ariane 6.
Le lanceur devra faire ses débuts au cours de la première moitié de 2024. Espérons que la fusée montrera autant de potentiel que sa grande sœur et qu'elle pourra elle aussi marquer l'histoire. En attendant, c'est en Chine qu'il faut surveiller certaines avancées. Vous savez probablement que presque tous les nouveaux lanceurs comptent s'appuyer sur un carburant prometteur, le méthane. Celui-ci doit permettre de simplifier les fusées et de les rendre plus facilement réutilisables, car sa combustion laisse moins de résidus. Seulement, mi-2023, et malgré des années de promesses, on attend toujours le premier vol réussi d'une fusée au méthane. La dernière tentative était celle du Starship en avril dernier. Elle s'est terminée par des loopings et une belle désintégration. La prochaine tentative devrait avoir lieu dans les heures et les jours qui viennent. L'entreprise chinoise Landspace va tenter de faire voler sa fusée Zhuzhou 2 pour la seconde fois. La première tentative a eu lieu en décembre dernier. Elle s'est soldée par un échec après un dysfonctionnement du deuxième étage. Il faut dire que ce second étage est assez particulier. Il est motorisé par un unique moteur Tianke 12, le même qu'on retrouve en 4 exemplaires au premier étage. 4 moteurs verniers intégrés pour fournir une poussée directionnelle lui sont par ailleurs adjoints. Cette architecture, relativement complexe pour un lanceur de petite taille, explique probablement l'échec de décembre dernier. On va donc très rapidement savoir si Landspace a réussi à fiabiliser le tout. Très peu de détails sont connus sur le vol pour le moment. On ne connaît ni la charge utile, ni le client s'il y en a un. On peut espérer que des informations commenceront à émerger après le lancement s'il est réussi. Landspace pourrait en tout cas signer une belle première en cas de succès, en réussissant là où même SpaceX a toujours du mal. L'entreprise chinoise compte par la suite décliner son lanceur en version plus puissante. La plus musclée d'entre elles pourrait propulser jusqu'à 32 tonnes en orbite basse, ce qui en ferait un lanceur lourd. Avant ça, il faut déjà réussir le tir de cette semaine et trouver suffisamment de clients pour pouvoir en vivre commercialement. Contrairement aux États-Unis et à l'Europe, le programme spatial gouvernemental n'est pas encore très partageur. SpaceX ou Ariane Group peuvent s'appuyer sur les deniers publics pour leurs développements les plus coûteux. Des acteurs comme Landspace ne semblent pas pouvoir accéder aux contrats de la CNSA, ou du moins de manière très parcellaire. C'est en tout cas l'impression que cela donne vu depuis l'Occident. Il y a tellement peu d'informations sur les clients ou les lancements futurs de Landspace qu'on est incapable de prédire quand sera le vol suivant. Espérons en découvrir un peu plus d'ici la semaine prochaine. Cette semaine, on gardera aussi un œil sur le spatial indien. La mission Chandrayaan 3 doit décoller vendredi. Il s'agira de la seconde tentative pour l'ISRO, l'agence spatiale indienne, de se poser à la surface de notre satellite. Le programme Chandrayaan a démarré en 2008 avec une première sonde qui a largement contribué à identifier les ressources en eau de la Lune. En 2019, l'ISRO a proposé une mission ultra ambitieuse constituée d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover. Les 2 derniers segments de la mission se sont malheureusement écrasés après une perte de contrôle à 2 km de la surface. Ils ont heurté le sol à 200 km/h, comme bien des missions lunaires ces dernières années. 4 ans plus tard, l'Inde va tenter à nouveau de rejoindre le club très fermé des nations ayant réussi un alunissage. La descente à la surface est prévue pour le 23 août. Pour Chandrayaan 3, il n'y a pas d'orbiteur prévu. Celui de Chandrayaan 2 est en effet toujours actif. L'atterrisseur et le rover sont similaires à ceux prévus sur la mission précédente. Le système de descente et d'alunissage a bien évidemment été revisité. En cas de succès, les 2 appareils pourront passer environ 14 jours à la surface de notre satellite. Le rover Pragyan, du haut de ses 26 kg, ne pourra probablement pas mener une mission d'exploration poussée. Il s'agit avant tout pour l'Inde de montrer qu'elle peut maîtriser cet exercice périlleux. On va finir ce DNDE en Europe où le vol habité semble prendre le chemin de la privatisation. Il y a quelques semaines, on a appris que la Suède, à travers l'ESA, allait faire voler un de ses astronautes via une mission Axiom de quelques jours. Il ne s'agit pas de tourisme spatial, mais bel et bien d'une mission pour un astronaute de l'ESA. Il y a quelques jours, c'est la Pologne qui a décidé de suivre le même schéma. Le pays va augmenter sa contribution au budget de l'Agence spatiale européenne de presque 300 millions d'euros.
En contrepartie, un de ces astronautes pourra voler sur une mission privée. C'est probablement encore Axiom qui sera le prestataire. Le vol habité européen fait actuellement l'objet de vives discussions. Joseph Asbacher, le patron de l'ESA, a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de développer des vaisseaux ou des infrastructures européennes pour supporter le vol habité. Rien d'officiel pour le moment, mais on peut se prendre à rêver. Il faudra cependant faire avec un budget qui risque d'être serré. L'Allemagne prévoit de sabrer dans son budget fédéral l'année prochaine, ce qui pourrait notamment avoir des implications assez lourdes sur le budget du DLR et sa contribution à l'ESA. Espérons que les contributions polonaises et autres permettront de soutenir une vision réellement ambitieuse. Sur ces mots, on boucle l'épisode de la semaine. Pas de DNDE Live cette semaine et la semaine prochaine pour cause de déplacement. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.